Chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire que vous allez entendre ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans les textes mêmes d'Arthur Conan Doyle, là où, en marge d'un dialogue ou d'un souvenir, surgissent parfois des noms, des navires, des allusions si énigmatiques qu'elles semblent porter, à elles seules, le poids d'un récit entier. Ainsi, dans Le Vampire du Sussex, Holmes prononce une phrase restée célèbre. Matilda Brinks n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire qui fut mêlé à l'affaire du rat géant de Sumatra. Une histoire que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Puis, il n'ajoute rien. Ce silence, révélé dans mes notes à l'époque, allait pourtant résonner en moi comme une énigme suspendue. Quel mystère pouvait donc demeurer trop dérangeant, trop périlleux ou trop obscur pour être publié du vivant de ses protagonistes? Et surtout, qu'était-ce que ce rat de Sumatra? Lecteur holmésien depuis plus de 40 ans, j'ai toujours été fasciné par ces éclats suspendus, ces amorces de récits que l'on devine vastes mais dont il ne reste que les contours. C'est en tant que créateur de contenu, fidèle au canon, que j'ai voulu explorer ce que Conan Doyle lui-même a laissé volontairement dans l'ombre. Ce que vous allez lire ou entendre est l'une de ces affaires, une reconstitution scrupuleuse, fondée sur les indices épars, les textes d'époque et la voix même de Watson lorsqu'il laissa entrevoir ce qu'il avait retrouvé après la retraite de Holmes. Une affaire inquiétante, portuaire, presque indicible, mais rigoureusement holmésienne. Aujourd'hui, notre récit s'intitule Le rat géant de Sumatra. Lorsque, au printemps de 1896, Sherlock Holmes reçut une lettre à l'entête de la maison Morrison & Dodd, je me trouvais à ses côtés dans notre salon de Baker Street. L'affaire en question allait devenir plus tard l'aventure du vampire du Sussex, dont j'ai relaté les étranges détails. Tandis qu'il achevait la lecture, Holmes resta debout un instant devant la cheminée, le dos légèrement voûté, les yeux fixés sur les flammes. Puis, presque pour lui-même, il souffla. Matilda Brinks n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire qui fut mêlé à l'affaire du rat géant de Sumatra. Une affaire que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Je me souviens lui avoir jeté un regard intrigué, mais il n'ajouta rien. Son silence me parut alors de ceux qu'on ne rompt pas. Je ne compris la portée de cette confidence qu'une décennie plus tard, peu après son installation définitive dans le Sussex. En 1904, lorsque Sherlock Holmes quitta définitivement Baker Street pour se retirer dans sa villa de Fulworth, dans le Sussex, il me revint la tâche de trier ce qu'il avait laissé derrière lui. En inspectant le contenu d'une armoire basse, je tombai sur une boîte de fer-blanc cabossée, sans serrure, étiquetée simplement M.B. Les notes de Holmes, découvertes dans cette boîte de fer-blanc, étaient d'une sécheresse clinique, précise, mais souvent elliptique, comme dictée à l'usage exclusif de son propre esprit. Il m'a donc semblé légitime, en les reconstituant, de les réagencer en récit, de les étoffer parfois, dans l'espoir d'offrir au lecteur une suite intelligible et fidèle de cette sombre affaire. Ce que vous lirez n'est pas l'invention d'un romancier, mais le fil reconstruit d'une enquête bien réelle, dont le monde, selon Holmes, n'était pas encore prêt à entendre la vérité. Elle contenait une liasse désordonnée de feuillets annotés, quelques coupures de presse pliées avec soin, un témoignage manuscrit d'une main maladive, et plusieurs fragments de notes écrites de sa main sèche et régulière. Le tout exhalait cette odeur de suie, d'encre et de tabac froid, caractéristique de ses archives les plus anciennes. C'est à partir de ces pièces
retrouvé entre deux études sur les poisons végétaux, que j'ai pu reconstituer l'affaire. L'affaire remonte au mois de mars 1884, période où je ne me trouvais ni à Londres, ni en contact direct avec Holmes. Un appel pressant de ma famille m'avait conduit sur la côte ouest des États-Unis, où je m'efforçais d'assister mon frère aîné, dont l'état de santé suscitait alors les plus vives inquiétudes. Par ailleurs, je tentais avec un succès tout relatif d'ouvrir un cabinet médical à San Francisco. Holmes, durant mon absence, vécut seul à Baker Street. J'ai retrouvé dans ses carnets plusieurs mentions laconiques, rédigées au crayon, qui trahissent un état d'ennui profond. Dans ses notes, Holmes évoque un mars 1884 particulièrement morose. Il note vent stagnant, bruine persistante se glissant à travers les vitres. 3 expériences infructueuses sur les hydrocarbures, sans résultat probant, silence assourdissant, le kérosène se révélant d'une qualité médiocre. Aucun courrier d'importance, l'ennui s'immisce, froid et implacable. Il me semble, à la lecture de ces lignes, pouvoir imaginer sans trop m'égarer l'atmosphère qui régnait alors dans notre ancien salon. Rideaux alourdis de pluie, réverbères encore allumés en pleine matinée, bois du parquet grinçant sous les semelles mouillées. Le feu, dans la cheminée, devait avoir peine à lutter contre l'humidité, et la théière, abandonnée sur le plateau, exhalait une vapeur tiède et sans force. Le tic-tac régulier de la pendule, posé entre un traité sur les cendres de cigares et un catalogue de poisons végétaux, donnait sans doute le seul rythme à ces journées vides de clients. Je sais, pour l'avoir souvent observé, à quel point l'inactivité prolongée agit sur Holmes comme un poison lent. Il devenait inquiet, silencieux, hanté de pensées circulaires. Lorsqu'un mystère ne se présentait, il en inventait un dans la fumée de sa pipe. Cette phase, selon toute vraisemblance, précède de peu l'apparition de la première coupure de presse qu'il consigna dans une enveloppe à part. Elle fut le point d'embrayage d'une suite d'événements qu'il ne soupçonnait pas encore, et que, pour ma part, je ne découvrirai que 20 ans plus tard, en lisant la maigre annotation M.B. Origine trouble, à isoler. Le Times du 14 mars 1884 contient, dans une colonne intérieure, un entrefilet que Holmes entoura 2 fois au crayon bleu. Il s'agit d'un de ces paragraphes fugitifs, noyés dans les nouvelles du port et les faits divers. Limehouse, un matelot retrouvé mort dans une pension du quai des Osiers. L'homme, récemment débarqué du Matilda Brinks, présentait une forte fièvre, des lésions nécrotiques étendues et une agitation nerveuse violente. L'autorité sanitaire s'est déclarée préoccupée. Ce texte court, Holmes le découpa à la lame et le glissa dans une enveloppe Kraft, elle-même insérée entre 2 feuilles vierges dans un registre à élastique. L'enveloppe portait la mention manuscrite M.B. Première occurrence. 2 jours plus tard, un second nom s'ajoute. Dans une note griffonnée au crayon, Holmes mentionne alors un état grave et préoccupant. Il écrit un autre matelot, même profil symptomatique. Les dates se rejoignent. Même navire, le Matilda Brinks, un état critique. Cette façon d'isoler, de dater, de noter sans conclure, je la reconnais entre toutes. Pour Holmes, ce type d'alerte minuscule pour les journaux, immense pour lui, constituait souvent le premier anneau d'une chaîne. Il n'y avait pas de hasard dans la coïncidence entre 2 hommes, un navire et une maladie dont personne ne nommait la nature. Il avait d'ailleurs pour habitude de dire, je le cite de mémoire, « C'est toujours le petit fait que l'on croit sans suite qui détient la clé de l'ensemble. Il faut le couper du bruit, l'isoler, le nourrir. » Et il finit par parler. Dans ce cas, la voix du fait fut un navire marchand, portant un nom singulier, Matilda Brinks,
que Holmes avait déjà souligné dans d'autres circonstances, et qui, semble-t-il, éveilla en lui une intuition immédiate. Le 18 mars, en fin de matinée, un certain Reginald Morrison, négociant de Missing Lane, se présente sans rendez-vous au 221B Baker Street. Je n'étais pas là pour assister à la scène, mais Holmes, fidèle à ses habitudes, l'a consigné en détail dans l'un de ses carnets noirs, de la même main concise qu'il réservait au fil brut. Holmes décrivit Reginald Morrison avec sa concision habituelle. Un homme d'environ 42 ans, gantier gauche, l'usure sur la paume gauche en témoignait. Son teint trahissait une consommation régulière de thé sombre. Sa cravate, molle et nouée 2 fois, suggérait une nervosité mal contenue. Holmes nota aussi un stylo de facture hollandaise dépassant du gousset, indice d'un homme de bureau plus soucieux de précision que d'élégance. L'odeur de bergamote, enfin, enveloppait sa personne comme un rappel discret de ses activités commerciales. Le regard, quant à lui, oscillait entre la crainte et la franchise. Holmes en conclut à une sincérité probable, malgré une certaine fébrilité. Miss Hudson le fit entrer sans poser de questions. Le nom figurait parmi les correspondances commerciales les plus respectables de la City. Morrison fut reçu dans le salon à 10h40, où Holmes l'invita à s'asseoir, sans autre forme de cérémonie. Ce dernier, selon ses notes, se posta à son bureau, plume stylographique en main, comme s'il prenait déjà la déposition d'un témoin. Morrison se présenta avec brièveté. Il était co-directeur de Morrison & Dodd, une maison connue pour l'importation des thés orientaux raffinés. 3 de ses employés, affectés au service du cargo Matilda Brinks, étaient tombés malades à leur retour. L'un était mort dans une pension à Limehouse, les 2 autres étaient prostrés, délirants, alités sans pronostic clair. Et surtout, les autorités sanitaires avaient retrouvé sa trace dans les registres d'embarquement. Je vous assure, monsieur Holmes, je ne comprends rien à ce qui se passe. Il tira de sa mallette plusieurs documents, mais ne les ouvrit pas tout de suite. Sa voix tremblait légèrement, comme s'il ne savait pas par où commencer. Ce sont bien des hommes qui ont embarqué à bord du Matilda Brinks. Ils figurent sur nos listes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous n'avons rien à voir avec leur état actuel. Le manifeste est clair, les cargaisons sont connues, et le navire a accosté avec un Clean Bill of Health parfaitement en règle. Il s'interrompit, serra les gants qu'il avait gardés dans sa main gauche, et ajouta avec un regard un peu fixe. Pourtant, les autorités m'ont convoqué, et pour la première fois depuis la fondation de notre maison, je me sens impliqué dans quelque chose dont je ne connais même pas la nature. Holmes ne répondit pas. Il griffonna 2 mots sur la marge d'un feuillet, puis, toujours sans le regarder, déclara simplement: « Montrez-moi les documents, je vous prie. » Morrison sortit de sa mallette plusieurs pièces, qu'il posa avec soin sur la table basse. Holmes, selon ses notes, ne prononça pas un mot, se contentant d'observer la manière dont chaque document était manipulé. Il s'agissait de une copie complète du manifeste maritime du Matilda Brinks, le Clean Bill of Health délivré au port d'arrivée, un extrait du registre d'équipage rédigé à Batavia, et une feuille volante couverte d'une écriture plus irrégulière contenant les remarques du journal de bord pour les escales. Holmes consulta d'abord le manifeste, y vérifiant les points d'embarquement, les affectations et les nomenclatures de cargaison. Il s'attarda plus longuement sur le registre d'équipage, puis s'immobilisa sur une note marginale écrite à l'encre brune. Arrêt technique à quai, intervention locale. Ces mots, brefs, sans date précise ni signature, furent immédiatement cerclés au crayon par Holmes, qui ajouta de sa propre main: non consigné, écriture inconnue, pas dans les rapports officiels. Morrison fronça les sourcils. Cette annotation ne me dit rien, dit-il.
Elle ne figure pas dans les exemplaires que j'ai reçus. Et pourtant, elle est bien là, répondit Holmes, toujours penché sur la page. Ce n'est pas la main du capitaine, mais celle d'un subalterne sans doute. Vous ne l'avez jamais vue? Jamais. Holmes consulta à nouveau le manifeste. À votre connaissance, une escale a-t-elle été ordonnée pour un quelconque motif technique? Une avarie? Aucune information à ce sujet. Nous avons reçu le journal de bord complet après l'accostage, mais aucune mention d'un arrêt imprévu. Et personne dans votre maison ne suit les opérations à distance? Non, nous faisons confiance au capitaine pour signaler tout événement inhabituel. Ce qui n'a pas été le cas. Holmes reposa les documents, visiblement absorbé. Dans la marge de son carnet, il consigna une série d'observations, brèves, mais suggestives. Les symptômes n'étaient apparus qu'après l'arrivée à terre. Une escale, non signalée dans les documents officiels, éveillait sa méfiance. Et une annotation marginale, trop vague, pour être anodine, laissait entrevoir l'existence d'un point d'entrée non identifié. Chaque mot, dans l'esprit de Holmes, semblait pointer vers une faille volontairement dissimulée. Il relut les 3 noms surlignés dans le registre, les compara aux dates d'arrivée, au quartier où logeaient les hommes, et traça un mince trait entre les lignes. 3 hommes, même navire, même intervalle, même néant administratif. Holmes, d'après ce qu'indiquent ses notes, resta un moment penché sur les documents, le front légèrement incliné vers la droite, signe chez lui d'une concentration profonde. Il avait sorti l'un de ses feuillets vierges à en-tête, dont il se servait pour consigner les lignes directrices d'une affaire en gestation. Au sommet de la page, il inscrivit 3 hommes, un seul fil et un nom ancien, Matilda Brinks. Il interrogea Morrison d'un ton neutre. Vous n'avez jamais autorisé de chargement spécifique à Sumatra? Jamais, monsieur Holmes. Je ne savais même pas que ce navire avait touché terre là-bas. Votre compagnie accepte-t-elle parfois des cargaisons sensibles, des animaux par exemple, ou des denrées nécessitant une surveillance particulière? Non, notre activité se concentre sur le thé raffiné, et parfois du coton de transition, rien qui justifierait une escale imprévue, et encore moins un chargement clandestin. Holmes referma lentement le dossier, il reprit son feuillet et écrivit à nouveau en lettres plus resserrées. Ce n'est pas la cargaison que Morrison a envoyée. C'est celle qu'il ignorait avoir embarquée. Il fit glisser un œil sur le registre. Le capitaine est encore à Londres? Oui. Il loge, je crois, à la pension des navigateurs, près du quai sud. Holmes acquiesça d'un geste bref. Il ne formula aucune conclusion. Mais le simple fait qu'il eût repris la plume et ordonné les papiers était déjà en soi une orientation. Lorsque Morrison quitta finalement Baker Street, Holmes resta debout un moment, sans bouger, les doigts joints sous le menton. Il n'écrivit rien pendant près d'un quart d'heure, selon l'horloge mentionnée dans ses notes. Le feu crépitait encore faiblement dans l'âtre, et le plateau à thé n'avait pas été touché. Puis, d'un geste sec, il rouvrit son carnet personnel et y consigna plusieurs observations alignées, sous forme d'énoncés. Ne rien transmettre au yard pour l'instant. Tracer les registres d'embarquement du Matilda Brinks. Croiser les cabines occupées avec les lieux de résidence à terre. Comparer les noms avec les escales réelles, y compris non déclarées. Repérer les retards à quai ou les opérations non consignées. Cibler toute livraison directe à quai, sans transit portuaire. Il ajouta, en marge de manière tout aussi méthodique, un ajout clandestin à la cargaison, effectué au port, sans consignation officielle. Est-ce un animal? Une substance rare? Rien ne permettait de trancher. Mais il y eut, selon lui, un contact suspect au point d'entrée masqué. Puis, tout en bas de la page, de sa main la plus ferme, trop tôt pour conclure, mais il est déjà là, quelque part. Cette phrase, j'y suis revenu plusieurs fois. Elle figure dans 3 de ses carnets,
recopiée à l'identique, preuve qu'elle ouvrait pour lui une affaire complète, dont la structure s'annonçait déjà sinueuse. Elle marquait aussi, à sa manière, le retour de la pensée active, du mouvement d'analyse. Il reprenait possession de ses outils, carnet, plume, loupe, index de référence. Et pour qui, comme moi, connaît ces rituels intellectuels, cela voulait dire une chose simple. L'affaire avait commencé. Le lendemain de l'entretien avec Morrison, Holmes ajouta de sa main précise: Il est nécessaire de voir le capitaine, une dissonance flagrante dans les écritures des registres. L'escale doit être vérifiée. Trouver Crowley, un point clé de l'enquête. Un marin fiévreux, terré dans une chambre close, un nom chuchotait dans les ruelles de l'East End, et une créature, sortie d'une caisse qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Holmes a trouvé la trace du rat, mais ce qu'il va découvrir ensuite dépasse tout ce qu'il imaginait. Ne manquez pas la suite.